Salut tout le monde et bienvenue sur Classe Affaires. Moi, c'est Larissa, je suis ici avec mon partenaire Anthony. On est tous les deux propriétaires de Groupe Voyage Montréal et animateurs de ce magnifique podcast. Aujourd'hui, on reçoit Gwendoline Duval et Marie-Pierre Poirier, deux professionnels ancrés dans le domaine du voyage. Les discussions qu'on a eues aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour avoir une entreprise qui prospère dans le domaine du voyage? On a parlé influenceur versus ambassadeur, le marketing d'aujourd'hui, digital versus l'ancien type de marketing, et d'autres types de discussions que je suis certaine que vous allez vraiment aimer. Manquez pas cet épisode. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on est en compagnie de Marie-Pierre et de Gwendoline. Salut les filles! Salut! Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va super bien, merci. Alors, petite introduction pour vous présenter à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore. Alors, Gwendoline, fondatrice de Duval Communication, ancienne journaliste et rédactrice en chef pour Profession Voyage. Aujourd'hui, stratège en relations publiques et marketing, entre autres pour les marques de voyage. Tout à fait. Marie-Pierre, jeune entrepreneur, fondatrice de Zula, agence de voyage, une agence moderne qui réinvente la manière dont les gens réservent et vivent leur voyage. Alors, on plonge directement dans le sujet. Aujourd'hui, bon, vous le savez, là, la manière dont les gens achètent leur voyage aujourd'hui, là, que ce soit passer par TikTok ou par la personnalisation des voyages, des itinéraires par l'intelligence artificielle, la manière dont les gens magasinent a complètement changé. Ça, je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Donc, comment aujourd'hui évoluer comme agence de voyage ou comme acteur dans le domaine du voyage, comment évoluer dans ce domaine, suivre le rythme et prospérer. Fait que je commence, Gwendoline, par une question pour toi. Tu as passé des années à observer ce domaine-là, non seulement entre autres, sous l'angle des médias et des relations publiques. Quels ont été, selon toi, les plus grands changements? Quels sont les plus grands changements qui opèrent en ce moment dans le domaine du voyage, d'un point de vue des agences de voyage? Là? Comment est-ce que les agences, comment est-ce que ça a évolué de la manière dont elles font leur promotion? C'est vrai que pendant plus de 10 ans, en tant que rédactrice en chef d'un magazine, je recevais tous les jours les communiqués de presse. Donc, je voyais ce que faisait l'industrie au complet, du côté des fournisseurs, mais aussi du côté des agences de voyage. Ce que j'ai pu observer déjà, premièrement, c'est l'offre. L'offre a énormément évolué, c'est diversifié. Notamment par le fait qu'il y a de plus en plus de connexions aériennes au départ de Montréal, de plus en plus de compagnies qui se sont installées. Donc, finalement, ça permet d'ouvrir un peu plus le monde. Donc, je trouve qu'en termes de produits, déjà, il y a une grosse évolution. Alors, il y a eu beaucoup de choses, donc c'est dur de résumer un petit peu. Mais il y a un point dont je voulais parler, c'est notamment le fait que les agences de voyage montent des groupes accompagnés par des influenceurs, des célébrités, des humoristes. Et ça, j'ai trouvé que c'était un bon angle d'allier le côté opérationnel, expertise opérationnelle de l'agence de voyage avec la notoriété de quelqu'un dans un domaine. Par exemple, si je pense à mon amie Sophie Rice de Bébé Jetlag, qui accompagnait des groupes en famille, de voyage en famille pour certaines agences de voyage. Donc, en fait, et puis si on pense à Jean-Michel Dufaux aussi, qui accompagne des groupes avec Groupe Voyage Québec. Donc, c'est vraiment une tendance qui s'est développée d'avoir un ambassadeur, en fait, pour incarner une destination, un type de séjour ou, en tout cas, s'adresser à une audience spécifique. C'est vrai que le côté ambassadeur, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà avant. Ça fait déjà plusieurs années qu'on voit le côté ambassadeur. Mais c'est sûr que le côté création de contenu et influenceur, évidemment, ça, c'est quelque chose qui est nouveau là, dans le domaine. Là. Ça fait déjà quelques années. Les gens commencent à embarquer là-dedans. Les agences de voyage commencent à faire de plus en plus de création de contenu. Mais ça devient, en fait, un must là, s'ils veulent survivre, là, si je comprends bien. Je pense qu'on va en parler avec Marie-Pierre aussi, de voir comment les agences intègrent ça. Moi, ce que j'entends de la part des agences de voyage qui me posent souvent des questions sur ce domaine, c'est avec quel influenceur je peux travailler, mais ils me demandent beaucoup d'argent. Si on compare les prix dans la presse en termes de publicité versus travailler avec un influenceur, vous allez voir que les journalistes, malheureusement, gagnent pas bien leur vie du tout parce qu'un influenceur, il va vous prendre selon si on parle de quelqu'un qui va avoir, je sais pas, 100 000 abonnés, on va être minimum à
je veux pas dire de bêtises, parce qu'il y en a, c'est une généralité, ouais, ça mais va de tout. Mais c'est pas rare de voir quelqu'un qui va demander $2000 pour quelques stories ou même une story et un post. C'est des chiffres, voilà. Donc en fait, les agences, je trouve, sont un peu perdues pour choisir leurs ambassadeurs. Donc je pense que tu peux témoigner, tu as été témoin de ça. Je trouve ça intéressant parce que, comme vous le savez, chez GVM, on va vous apprendre, mais c'est une tactique qu'on utilise aussi, qu'on commence à utiliser plus souvent. Puis quand on parle d'influenceurs ou influenceuses, je pense parfois le monde croit que ça doit être un 100 000 abonnés ou plus pour que ça soit réaliste. On a déjà vu ça avec, on va prendre l'exemple d'entraîneurs ou entraîneurs personnels qui ont des petites communautés de 5 000, 15 000 abonnés, mais que c'est du vrai monde qui leur suivent localement. On peut le faire pour un gros groupe dans un genre de retrait de wellness, si on veut, où est-ce que ça s'entraîne, ça mange beaucoup. Mais dans le fond, la stratégie qu'on fait pour nous-mêmes, puis qu'on a déjà parlé à d'autres qui semblent aborder de la même façon, c'est de prendre leur audience à eux un peu et faire en sorte que cet influenceur ait quasiment le mandat de remplir le groupe avec leur audience. Puis comme de fait, pour ceux... Quand on est pas certain, c'est intimidant, parce qu'on croit qu'ils doivent avoir un 100 000 ou plus. Oui, on pense qu'il faut absolument qu'un influenceur qui va avoir un impact va avoir 300 000. Et c'est pour ça qu'au début de la conversation, j'ai parlé d'ambassadeurs. Je n'ai pas parlé d'influenceurs. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais des séjours plongés, ben, tu peux aller voir l'association sportive des gens qui font de la plongée. Tu peux aller voir un sportif qui n'a pas forcément fait les JO, mais qui a sa petite communauté qui le suit pour quelque chose. Donc voilà, moi j'irais trouver des ambassadeurs plutôt que de miser tous sur juste le volet influenceur. Absolument. Et je pense que les deux sont compatibles. Ben, c'est ça. Ce terme-là est interchangeable, si on veut. Puis la question de combien qu'on doit leur rémunérer. Écoute, chacun leur stratégie, mais on sait tous dans l'industrie qu'on reçoit parfois des gratuités dans nos affaires. À chacun de nous d'être créatif avec la façon qu'on les rémunère. Mais si on fait quelque chose de bien concret et bien pensé, c'est quelque chose qui, de un, vous met de l'avant de plusieurs personnes que vous n'aurez pas connues autrement. Ça modernise la marque et bien ça augmente aussi la visibilité de cet ambassadeur, influenceur, choisissez-vous le terme. Mais oui, tout à fait, j'adore que tu mentionnes ça parce que c'est quelque chose que je vois de plus en plus souvent. On en parle à nos équipes, puis on est parmi ceux qui l'ont déjà tenté. Moi, je vois une différence entre ambassadeur. Je vais mettre mon petit grain de sel là-dedans. Je vois une différence entre ambassadeur et influenceur. D'ailleurs, ça me fait penser à Orlando Bloom qui a été nommé... moi, je vais caller ça ambassadeur du World America, donc dans le domaine des croisières. Puis moi, je le vois vraiment comme un ambassadeur parce que l'ambassadeur va être quelqu'un de super connu, que tu fais juste mettre son nom sur ta marque, puis ça fait la job. L'influenceur... il y a un petit quelque chose de plus. Évidemment, il y a la création de contenu. C'est souvent lui qui fait sa propre création de contenu. Il y a sa job avec les réseaux sociaux de spread the world, si on veut. Tout à fait. Fait qu'il y a comme tout ça qui est comme, je trouve, c'est plus de travail pour l'influenceur que pour l'ambassadeur, qui est un peu juste, je mets mon nom sur l'étiquette et puis ça fait la job. Là. Mais là, si je parle vraiment des séjours de groupe dont je parlais avec Jean-Michel ou avec d'autres stars, on va dire, en gros, c'est vrai qu'on va monter un groupe, prendre un ambassadeur, du coup, qui va permettre de mettre son image et donc de promouvoir en fait le circuit en mode voyager avec Jean-Michel Dufault ou avec d'autres célébrités en tout cas. Mais je sais pas ce qu'en pense Marie-Pierre aussi. Ben Marie-Pierre, tu as lancé ton agence en plein post-pandémie. Fait que c'est sûr que c'est un timing assez particulier pour lancer une agence de voyage. Certainement que ça a été un moment rempli de défis. Tu vas nous en parler. Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer une agence de voyage, sachant que c'est dans un monde qui est en pleine transformation? Oui, définitivement. Ben moi, dans le fond, c'est vraiment pendant la COVID que j'ai décidé de fonder mon agence. Je pensais qu'il y avait... Ben, je pensais pas, je le savais, en fait, là, qu'il y avait une belle opportunité dans le domaine, étant donné que les gens, ils ont été confinés pendant tellement longtemps, puis les gens, ils voulaient sortir, ils voulaient voyager. Les gens, ils ont manqué ça, ils voulaient vraiment voyager. Donc, moi, pendant la COVID, j'ai commencé à partir de mon entreprise. Donc, je pourrais dire 6 mois de préparation, faire toutes les étapes requises pour être vraiment bien fondé, avoir les bons processus et tout. Puis, dans le fond, ensuite, j'ai parti mon entreprise. Donc, je me suis lancée un peu à l'inconnu. Honnêtement, je savais pas trop ce qui m'attendait. J'avais pas fondé d'agence avant. Mais en fait, je suis allée, puis ça s'est super bien passé. Dès que la COVID est terminée, que les gens ont pu voyager, j'ai commencé à avoir beaucoup de contacts, beaucoup de gens qui m'ont contacté pour voyager.
Puis ça s'est super bien passé, honnêtement. Je pense que c'était une belle première année. Là. Je pense que les gens, ils voulaient voyager. Fait que j'avais beaucoup de gens là, qui me contactaient Puis, pour ça. officiellement, le lancement s'est fait en 2021? Vous avez ouvert les portes? 2022, je crois. 2022, Si je ok. me trompe pas, ça fait environ 3 ans que je travaille officiellement dans le domaine. Puis ta relation personnelle avec le voyage, parce qu'on a tous des différentes histoires, mais puis souvent, même le fil conducteur de tout le monde qui œuvre dans l'industrie, c'est que on adore voyager ou il y a quelque chose, on a voyagé pendant qu'on était jeune. Pour toi, c'est quoi cette relation-là dans le voyage? Ben, pour moi, honnêtement, c'est que pendant la COVID, je pense qu'on avait beaucoup de temps. Puis beaucoup de temps pour se retrouver. Puis j'ai fait comme un peu de travail personnel, je dirais. Je me suis recentrée sur moi-même, puis j'ai regardé mes valeurs, puis je voulais partir une entreprise. Puis à la base, je regardais plusieurs types d'entreprises. Puis je me suis arrêtée sur le voyage, étant donné que ça me ressemblait beaucoup, ça ressemblait beaucoup à mes valeurs. Tu sais, honnêtement, de vendre, je trouve que de vendre des voyages, c'est vendre le bonheur. Littéralement, c'est spread happiness, là, littéralement à tout le monde. Puis ça va vraiment dans mes valeurs. Je trouve que c'est un environnement extrêmement positif aussi. C'est que c'est la raison pourquoi que je me suis arrêtée là-dessus. Évidemment, on aime beaucoup voyager, on aime tout ça. C'est un must. Puis, ouais, c'est pas mal. Good. Puis, restant là-dessus, on vient de parler de, tu sais, avec ta perspective qui date de plus longtemps, de qu'est-ce que le monde font différemment. Mais toi, tu rentres là-dedans. Ouais. Peut-être t'as aucune idée de comment ça s'est fait auparavant. Ouais, toi, tu t'es dit, effectivement. peut-être un avantage parfois, parce que parfois, on suranalyse comment que les autres ont fait puis versus ce qu'on devrait faire. Exact. Toi, ta stratégie ou comment tu t'es dit, écoute, j'arrive dans le game, j'arrive dans le match, j'ai besoin de me démarquer. Comment t'as fait ça? Bien, c'est sûr, honnêtement, quand j'ai parti mon entreprise, j'ai fait un bon business plan. Fait que c'est sûr que j'ai regardé beaucoup comme la concurrence qu'il y avait déjà sur le marché. Puis une des choses que j'avais réalisées, c'est que je trouve que les gens étaient pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Je trouve que il manquait un peu, pas de l'affiche, mais du beau contenu sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'était vraiment un peu vieux jeu si on pourrait dire. Tu sais, c'était très traditionnel. Puis moi, je voulais entrer, puis je me débrouille quand même bien avec comme tout ce qui est création de contenu et tout. Fait que je voulais entrer sur le marché puis vraiment mettre des belles choses sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, tu sais, si on met des belles affiches avec des beaux produits out there, là, c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont venir nous contacter et tout. C'est comme ça que j'ai fait. C'est ce qui va forcer les anciennes agences, comme tu dis, les plus traditionnelles, à s'adapter, à évoluer. Donc, c'est ça. Nécessairement, on peut pas se dire « Ah, ben là, j'aurais aimé rester un peu dans mes pantoufles. J'étais bien dans mes pantoufles. » C'est facile de rester bien dans ses pantoufles, mais on est là dans un domaine qui évolue énormément. Puis évidemment, tu sais, toi, puis toutes les nouvelles générations qui rentrent dans le domaine, ça vient vraiment bousculer un peu tout comment est-ce que ce domaine-là a évolué, puis comment est-ce qu'il fait ses affaires, vraiment, au niveau business. Fait que, tu sais, je trouve ça cool. Puis, tu sais, toi, t'arrives, t'as cette facilité-là, création de contenu, t'es déjà à l'aise avec, tu sais, of course, TikTok, mais là, des fois, tu parles de TikTok, tu parles de ChatGPT à d'autres personnes dans le domaine, puis sont comme... T'as dit quoi? Tu parles de quoi? T'sais, ils savent pas trop. Puis, tu sais, c'est naturel. T'sais, on peut pas tout le temps savoir sur toutes les nouvelles affaires. C'est pour ça qu'on encourage énormément, toujours, les personnes à faire des nouvelles formations, à rester le plus au courant possible, demander à vos enfants ou vos petits-enfants de vous donner des cours sur les nouvelles tendances. Mais bref, donc toi, t'as cette facilité-là avec les réseaux exactement. sociaux, Mais je pense que, tu sais, je suis pas dans la génération où est-ce que je suis rentrée dans la technologie, mais j'ai comme grandi avec ça. Fait que c'est très facile pour moi de m'adapter comme aux nouvelles technologies, que ce soit, tu sais, les plateformes de réservation. On travaille avec plein de plateformes. Puis ça, je le vois, j'ai des conseillers, puis je le vois aussi dans d'autres entreprises qui ont plus de difficultés à s'adapter aux plateformes. Pour moi, c'est assez facile. Que ce soit faire les processus pour mon agence. Exemple, moi, j'utilise la plateforme Google, puis j'utilise tous ces aspects de Google, exemple. Mais c'est pas tout le monde qui sont habitués de travailler avec ça. C'est un peu similaire à Excel, mettons, puis ces choses-là. En tout cas, c'est dans la même branche. Mais moi, j'utilise tout ça, puis c'est facile pour moi. Là. Puis autant pour les réseaux sociaux, tu sais, je pense que, comme je te dis, j'ai comme grandi avec ça, fait que... là, on parle de tes facilités, là. Ouais. Mais mettons, ça va être quoi tes grands défis à toi, par exemple? Mes grands défis? C'est une bonne question. Mais je pense que, honnêtement, un des défis que je vis un petit peu en ce moment en rentrant dans le domaine, c'est que des fois, exemple, je vais dans des formations, je vais dans des événements d'affaires, puis je vois la réticence un peu des gens qui étaient sur le domaine, ça fait un bout. Je vois que je suis une nouvelle ère. Tu sais, j'arrive, puis je rentre en place, puis les gens sont comme...
OK. C'est qui, tu sais? Elle a commencé quand? D'où vient son expertise? La crédibilité, quoi. Exactement. La crédibilité, oui. Mais aussi, tu vois que les gens sont comme, OK, là, c'est qui, là? On veut savoir. Puis il y a une petite réticence, là, à ce niveau-là. Mais écoute, en général, ça se passe vraiment bien. Honnêtement, là, je m'entends bien avec les gens du domaine. C'est vraiment le fun. J'adore que tu en parles. Écoute, mon parcours, c'est un peu différent que les autres. J'ai grandi là-dedans. Ma mère était agente de voyage, elle avait l'agence. Fait que quand tu me dis quelque chose comme ça, quand j'ai vraiment commencé, il y a 15 ans, là, à rentrer dans les événements, des affaires de même, je le sentais aussi beaucoup, mais que le monde était un peu trop gentil parce que ma mère était déjà là. Mais j'ai comme, qu'est-ce que j'ai prouvé? Comment est-ce que j'ai prouvé? Puis je sentais aussi que je voyais, il y avait du monde qui avait des excellentes, de belles agences qui datent depuis longtemps, mais quand j'ai commencé à évoluer là-dedans, je me suis dit, moi, pour les 10-15 prochaines années, je dois faire un peu différent de comment ils se sont rendus là. Fait que je sympathise avec ce que tu dis parce que tu arrives là, veux pas, on vend du voyage. La façon qu'on s'y prenne pour vendre ce voyage, qu'on s'y prenne pour gagner la clientèle évolue. Puis aussi, dans certains événements, tu le vois. Clic, c'est un bon mot, là. Tu vois que le monde qui se reconnaissent depuis tout le temps. Puis je les adore, parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'amis, puis je dis ça avec immense respect, ils sont là depuis longtemps. C'est des mentors qui nous ont appris le chemin. Mais on est dans une place dans le temps critique où est-ce que beaucoup va changer. Puis même si on ne réalise pas aujourd'hui, même s'il y a des agences qui vont faire ce qu'ils ont à faire pour les 5-10 prochaines années, puis ça va être ça. Pour toi, pour la continuité, en espérant que tu as un long 30, 40, 50 ans devant de toi, là, l'évolution est essentielle. Le changement fait toujours peur, en fait. Donc, quand tu arrives peut-être dans ces événements-là et que les gens te regardent un petit peu de travers, c'est aussi parce que ils voient qu'ils vont être obligés, comme tu disais, Larissa, de aussi évoluer. Et souvent, les gens qui veulent pas évoluer, ils restent aussi un peu ensemble et ils se confortent dans l'idée que c'est pas la bonne chose à faire, que eux ils savent. Et tu vois, il y a une croyance que j'entends souvent aussi qui dit, non, mais moi, c'est pas sur les réseaux sociaux que je vais trouver mes clients parce que il y a que les jeunes qui utilisent ça, c'est pas forcément mes clients, le pouvoir d'achat, c'est peut-être pas celui que je recherche, parce qu'il y a beaucoup d'agences qui ont aussi une très belle clientèle en 50 ans et plus, qui voyagent, qui réalisent ses rêves de voyage et on peut les faire à tout âge. Mais toi, justement, tu as réussi à trouver ta clientèle par les réseaux sociaux? Entre autres, par les réseaux sociaux, je te dirais par le bouche à oreille aussi, mais le bouche à oreille des réseaux sociaux aussi. Je pense que le bouche à oreille, c'est une très bonne technique. Tu sais, exemple, que ce soit un ami qui te réfère à sa tante, puis à ci, à ça, c'est une très bonne technique, mais je pense que les réseaux sociaux vont peut-être beaucoup plus, comme, je sais pas comment dire, mais plus, ils vont avoir un plus gros impact, plus rapidement, exemple. Fait que, tu sais, mettons que quelqu'un va me suivre sur les réseaux sociaux, puis là, après, ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui va dire « Hey, cette fille-là a des réseaux sociaux, puis c'est comme ça qu'ils me reconnaissent. » Tu comprends? Fait que je pense que les réseaux sociaux vont avoir un gros impact. Puis oui, effectivement, je reçois beaucoup de leads, puis de gens qui m'écrivent des réseaux sociaux, puis c'est comme ça que je les convertis en clients. Puis il y a aussi un autre aspect qui est aussi technologique, c'est pas les réseaux sociaux directement, mais Google Ads, que je pense que c'est une autre ressource qu'on utilise beaucoup, étant donné qu'on est beaucoup plus dans un ère de Internet, à mon avis. En fait, je voulais que tu me démentisses, on va dire, le préjugé que, en gros, aujourd'hui, c'est quoi ta clientèle? Est-ce que c'est varié? C'est quoi le profil? Est-ce que tu as que des jeunes de 20 ans? Est-ce que tu as est-ce que tu as des gens plus âgés par ces réseaux sociaux? Ça t'a apporté quoi comme... C'est varié, honnêtement. C'est assez varié, ouais, honnêtement. J'ai autant des gens... quarantaine, cinquantaine, soixantaine, que j'ai des gens plus jeunes. Question que moi, je vends beaucoup des voyages de qualité. Moi, c'est une de mes valeurs d'entreprise. Je veux pas nécessairement vendre le moins cher possible. Je veux vendre quelque chose de qualité. Et donc, je veux que les gens, quand ils vont dépenser une certaine somme sur un voyage, je veux qu'ils apprécient leur voyage. Donc, c'est sûr que, tu sais, à ce niveau-là, parfois, ça coupe les plus jeunes parce qu'ils ont tendance à avoir un plus petit budget. Mais j'ai une clientèle assez variée. Là. Je te dirais que peut-être 25 à 65. Fait que c'est quand même pas mal toute la population. Même en gros, ceux qui ont une clientèle de luxe, ceux qui ont des clients plus âgés d'habitude, vous pouvez vous y mettre. Oui, définitivement. Puis je pense que, justement, les gens, tu sais, mettons, en quarantaine en montant, là, sont quand même rendus sur les réseaux sociaux. Là. Ils sont... On se sent jeune, tu sais, encore. Mais tout à fait. Je trouve ça super intéressant parce que quand j'ai commencé vraiment à arriver sur la scène dans les événements, Facebook venait pas tout juste de sortir, mais c'était nouveau. Puis je me rappelle vraiment... du Benoît. Hein? Oui, c'est du Benoît. Puis je me rappelle que c'était ça. On en parlait, c'était là, j'étais dessus, c'était assez début, c'était encore une plateforme pour les photos de famille, amis ou whatever. Mais c'était là, puis je me rappelle des conversations, je me suis dit, sans le savoir, ça va être important, ça, pour le futur qui s'amène. Puis là, on fast-forward 15 ans plus tard, puis le monde qui disait au début,
jamais je vais être dessus, c'est que rendu eux qui sont le plus. Right? Ouais. Si on parle strictement de Facebook. Mais quand tu parlais des réseaux sociaux, des Google Ads, je trouve ça intéressant parce que dans le temps, peut-être le plan de match, avant l'Internet, il fallait avoir un immobilier sur une belle coin de rue. Tu te rappelles de ce qu'on avait nos agences, nous, au centre-ville. Oui. Ma mère préconisait une grande visibilité. C'était à côté du Centre Bell, sur 2 étages, des vitrines avec plein de fournisseurs qui changeaient à tous les 3-4 mois. C'était essentiel. On était moi, je vois ça, puis je vois juste des signes de cash, là, de combien ça devait coûter. Là. C'est une belle histoire pour un autre épisode, ça. Mais tout à fait. Mais c'était nécessaire. C'était un grand édifice commercial. Il y avait plusieurs bureaux. Et donc, le monde du bureau, c'était pratique. Ils venaient là pour travailler, ils nous voyaient, c'était de la bonne clientèle. Je pense que vous étiez même une des plus grosses agences du centre-ville, non? En termes de superficie, peut-être. Je sais que sur la rue René Lévesque, il y en avait quelques-unes d'autres, mais certainement, on était bien placés parce que le Centre Bell, il était là, il y a du monde, c'était derrière, c'était dans le même édifice que le Sheraton ou le Marriott, mais en tout cas, bref, il y avait un hôtel aussi, plus plein de bureaux, fait que c'était nécessaire. Dans le temps, c'était 20 ans, il fallait qu'elle soit là, puis ça donnait une certaine... C'était ça, ma visibilité. Tandis que nous, aujourd'hui, quand tu arrives, tu nous suis pour la première fois, tu arrives sur nos pages, les publications que tu vois, la façon qu'on s'exprime, les choses qu'on décide de publier, les produits qu'on décide d'afficher, pour nous, c'est la vitrine que ma mère avait il y a 20 ans. C'est ça. Et on s'entend que, tu sais, quand on dit que c'est un autre monde, puis c'est il y a 20 ans, mais il faut quand même mentionner qu'il y a 20 ans, tu sais, la méthode de rémunération des agences, on parle de commissions. Tu sais, les agences sont majoritairement rémunérées par des commissions sur les voyages qu'ils vendent et des frais de service, évidemment. Là, tu sais, les frais de service sont même venus avec le temps parce que les commissions diminuaient de plus en plus. Donc, il y a 20 ans, le taux de commission par rapport à aujourd'hui, ce n'était pas la même chose. C'était pas la même affaire. Ma mère adorait l'histoire de quand elle a commencé au début des années 90, qu'elle faisait un 50% sur ses billets d'avion. Wow! Sur les billets d'avion, puis t'avais... La seule façon de vérifier... Avis à nos auditeurs, ce n'est plus le cas. On n'avait plus. Donc, mais c'est ça, c'est la blague qu'elle faisait. Puis, la concurrence, pour savoir si c'était un vrai prix ou non, t'appelais les 5 autres agences pour voir. Puis, eux savaient qu'ils étaient peut-être le 3e ou 4e qu'on appelait, fait qu'ils faisaient juste monter le prix à chaque fois, puis à un moment donné, t'as là-dessus. Fait que, tu sais, étant donné que le fait que les pourcentages de commissions diminuent de plus en plus d'année en année, puis que là, OK, on a commencé à mettre des frais de service, mais je pense qu'on est rendu aussi à une heure où il faut recommencer un peu cet exercice de créativité pour trouver d'autres moyens de rémunération, de se rémunérer dans ce domaine-là. Alors, j'aimerais un peu vous entendre toutes les deux parce que je pense qu'il y en a plein, on en connaît quelques-uns, là, des nouvelles techniques de rémunération. Les différentes plateformes nous aident, d'ailleurs, les plateformes en ligne, là, que ce soit TikTok, que ce soit Amazon, que ce soit plein de choses. Donc, il y a diverses avenues, mais j'aimerais vous entendre un petit peu, Gwendoline, là, sur ce que tu penses un peu de ces nouvelles manières d'aller chercher une rémunération. Déjà, je voulais juste commenter par rapport à la vitrine. Il faut savoir que le budget, en général, qu'on donne au marketing et tout ce qui entoure la promotion, c'est à peu près 4% par année de votre chiffre d'affaires. Donc, pour une agence qui se demande combien elle doit dépenser, combien elle doit investir, je pense que c'est bien de savoir qu'entre 3 et 4% de son budget, voilà, parce que ça se planifie. Ben oui. On définit combien, puis après on regarde. C'est bon à savoir. Effectivement, il y a des nouveautés aussi de rémunération supérieure, des nouvelles opportunités de rémunération. L'affiliation, par exemple. On sait que l'un des programmes les plus rentables en termes d'affiliation, c'est Amazon. Donc, pourquoi pas vendre des accessoires de voyage via son site web. Je pense pas que c'est une information confidentielle, mais j'avais entendu parler que chez CA Québec, j'avais entendu parler, ok, c'est une rumeur, que en gros, une grosse partie des revenus était générée par justement la vente de produits. Ah ouais. Je sais pas si c'est vrai, ok, mais j'avais entendu ça. Donc, parce que sinon, Philippe va m'appeler. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Mais je serais pas surprise en fait. Et quand j'avais échangé là-dessus avec d'autres personnalités dans le domaine du voyage, les gens me disaient bah oui, effectivement, on peut vendre autre chose. Je veux dire, une agence s'est diversifiée en vendant de l'assurance. Aujourd'hui, on peut avoir différents produits à vendre aussi liés au voyage et les programmes d'affiliation. Alors, c'est sûr que pour une agence, c'est pas très rentable de faire un programme avec Skyscanner, j'ai envie de te dire. Mais peut-être qu'un jour, dans 20 ans, Skyscanner te fera comme Expedia et te fera comme un espèce d'Expedia TAP aussi. We never know, tu vois, on sait pas. Mais aujourd'hui, les programmes les plus intéressants en termes de rémunération qui peuvent, en tout cas, être intéressants pour les agences, ça va être plutôt Amazon.
juste une question avec ce que tu avais dit quand tu as dit le 4% du chiffre d'affaires devrait être réservé pour les aspects promotionnels, c'est ça? J'ai bien compris. Puis, comment tu répondrais, pour exemple, nous qui, on n'a plus de bureau, tout le monde travaille de la maison. Fait que, est-ce que on devrait prendre ce pourcentage-là pour... ça serait quoi la version moderne, dans le fond, à faire avec ce 4%? Nous, qu'on a pas de vitrine, c'est des événements à faire, des événements clients. Comment qu'on devrait attribuer ce 4%-là si on n'a pas de bureau physique? En fait, le 3 à 4%, il va vraiment être sur vos actions de promotion et de marketing. Okay. Donc là, j'isole vraiment les... Quand tu sauves des coûts, tu sauves des coûts, tant mieux. Ça te permet aussi de payer plus les gens, de te faire plus plaisir aussi à toi-même. Il y a plein d'autres façons de dépenser. Mais en fait, on doit le répartir, une partie sur les plateformes sociales en général, une partie en création d'outils marketing. Par exemple, je ne suis pas forcément pour le papier, mais si on a besoin d'éditer une brochure spéciale de l'agence, il y en a qui le font maintenant, qui vont éditer une brochure agence... avec leur nom d'agence. C'est-à-dire que ça ne va pas être la brochure de Vacances Air Canada ou la brochure d'un autre. Ça va vraiment être une brochure de l'agence. Donc, il y a plusieurs façons de faire son marketing dans les 4%. J'ai vu des agences me dire, écoute, on dépense $2,000 ou $3,000 en réseaux sociaux, en publicité, Google Ads ou publicité sponsorisée sur Facebook par mois. Et je voyais les sommes folles qui étaient dépensées versus le retour. Donc là, déjà, la première étape, c'est d'analyser nos dépenses en marketing. Mais ça, on analyse, on rationalise. Si vous avez vraiment un produit de niche basé sur l'authenticité, le contact humain, que vous animez votre produit parce que c'est vraiment un trek dans l'Himalaya, à tel endroit, je sais pas. Bon, peut-être que c'est trop niche pour aller chercher sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire de publicité, mais peut-être que vous pouvez diversifier vos investissements pour venir, par exemple, au salon plein air, aller rencontrer un petit peu les gens. Moi, je sais que j'étais prof de marketing digital au collège après le Fortier aussi. Puis j'ai expliqué quand même à mes étudiants que moi, je suis pour un modèle hybride. J'aime encore le traditionnel. Je trouve que parfois faire de la radio, être présent dans le magazine local de votre ville, c'est aussi important. Donc, j'irai combiner les deux. On peut faire du digital. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le digital permet de traquer les résultats d'une manière plus optimale. Un journal va vous dire, en moyenne, c'est lu par tant de personnes. C'est là où je voulais imprimé par... Non, mais toi, tu es clairement dans la team digitale. Parce qu'on parlait de voilà. investissement, mais c'était ça. Ouais. Donc la question est déjà répondue. Oui, non, mais c'est ça. Il y a des gens qui sont team full digital. Moi, je suis team... on va dire plutôt hybride. Ça dépend des objectifs. Si tu veux vraiment traquer tes campagnes, être sûr du chaque dollar investi, combien il te rapporte, là, dans ces cas-là, on va aller sur le digital seulement. Si par contre, tu as envie de travailler aussi sur ta notion d'image, ça peut valoir la peine d'aller travailler avec des médias plus traditionnels. Je veux dire, aujourd'hui, une double page dans la presse, ça coûte à peu près $20,000. Mais tu vois, pour une publication. La double page. Ouais, double page, mais pour une publication. Tu fais un article sur toi, sponsorisé, là, c'est double page, c'est près 20 000. Encore une fois, on peut toujours avoir des tarifs. Je veux pas qu'on prenne ça pour argent comptant. Mais forcément, t'es pas loin, là. Ça devrait être. C'est ça. Par contre, il y a des acteurs comme, je sais plus, comme Gros Voyage Québec ou d'autres qui font souvent des publicités là-dedans. Et s'ils continuent de le faire, c'est parce que ça marche. Donc, il ne faut pas dire que le traditionnel ne fonctionne plus. Il faut avoir un bon modèle pour soi. N'oubliez surtout pas qui sont vos clients. Où est-ce qu'ils sont? Est-ce que je suis totalement d'accord avec ça. Il n'y a pas un modèle qui va fonctionner pour tout le monde. Mais j'aimerais, peut-être entre nous pour un autre temps, mais cette discussion de est-ce que ça marche ou non, est-ce que ça marche ou est-ce qu'on ne sait pas l'effet ou l'ampleur ou le potentiel de l'autre façon? Parce que tu as dit c'est un $2,000, mais il n'y a rien qui s'est arrivé. Est-ce que c'est un problème avec le médium dans lequel on achète les ads ou est-ce que l'aspect créatif n'a pas résonné avec personne? Parce que d'après moi, je trouve qu'un 20 000 pour une page une fois, tandis que ton 2 000 peut potentiellement être répété avec un visu plus serré par code postal ou n'importe quelle façon. C'est sûr que ça coûte moins cher de faire de la pub sur Facebook que dans la presse. Exact. Mais t'es pas pareil en termes de notoriété et d'image. Faut pas oublier un truc, c'est que ta marque, c'est quoi? On en parlera peut-être après, cette histoire de branding. Mais aujourd'hui, il y a des choses que tu fais, même au quotidien, qui sont plus pour l'image de marque et des choses qui vont être plus impactantes en termes de revenus. Et je pense qu'il faut quand même être conscient que selon les médias que tu vas choisir,
ça va pas rejoindre les objectifs de la même façon. Par contre, les erreurs justement sur Facebook ou Google Ads, c'est souvent quand les campagnes sont mal planifiées en fait. Donc ça peut être le message qui est trop long, trop court, Absolument. pas assez d'hashtags, pas assez de... je veux dire, aujourd'hui, si tu fais une publication et que tu n'as pas un lien pour rediriger quelque part, voilà, si tu n'as pas de visuel, c'est pareil. Ça peut être le visuel qui n'est pas assez attrayant, qui n'est pas allé toucher ton public cible. Ça peut être, comme tu dis, il peut y avoir comme mille et une raisons. Ouais, mais c'est surtout dans la planification. Je trouve que les gens ont du mal à setuper, on va dire, la campagne. Comment on planifie une campagne? Déjà, je rassure tout le monde. Toutes les agences de voyage peuvent planifier leur propre campagne. Par contre, on peut s'entourer de professionnels quand on veut justement aller optimiser les coûts d'investissement. Parce que quand on va faire une planification, et tu en as peut-être souvent fait aussi, tu pourras nous parler de ton expérience, mais en gros, il faut qualifier son audience géographique, définir un peu les mots-clés. Donc ça peut être très naturel quand tu as l'âge de Marie-Pierre et que tu es né avec ça. Ça peut être moins naturel pour d'autres gens. Donc, je te dirais que, en fait, même si le message n'est pas percutant, tu vas quand même avoir au moins si c'est bien setupé, tu peux quand même avoir au moins un peu de retour. Mais voilà, c'est sûr qu'à plusieurs niveaux, on peut travailler le contenu, l'image. Je sais pas que toi, est-ce que tu aurais des conseils justement? Est-ce que tu t'es déjà trompé un peu là-dedans? Ben, je pense qu'il y a aussi, c'est qu'on vend plusieurs produits pour plusieurs saisons. Fait que je pense qu'il y a aussi ça à planifier. Exemple, qu'on veut faire des promotions pour les vacances de la construction. Il y a un certain moment qu'on doit publier ça. Tout comme, exemple, qu'on veut faire de la promotion pour la fête des mères. Il y a un certain moment. Tu sais, exemple, du Sud, tout inclus, il y a un certain moment de faire la promotion avoir de un calendrier de publication, c'est hyper important. On se lève pas le matin en disant on publie. Moi, c'est ce que je fais. Exemple, j'ai un calendrier d'environ 3 mois à l'avance de préparer parce que j'essaie de voir d'avance qu'est-ce que je vais poster pour telle période. Parce que justement, comme je disais, les vacances de la construction, c'est cet été, mais c'est sûr qu'il faut que tu fasses ta promotion d'avance pour être capable d'aller chercher ces gens-là qui prévoient leurs vacances de cet été. Donc, c'est sûr, c'est pas 2 semaines d'avance que tu vas aller poster sur tes réseaux sociaux, ça fonctionnera pas. Fait que je pense que justement, si tu postes les mauvaises choses au mauvais moment, ça aussi, là, tu sais, ça peut servir un peu à rien. Là. Mais c'est surtout que, juste pour compléter, c'est un petit peu le syndrome aussi où, tu sais, quand tu es sans emploi, tu postules à tout. Et il y a beaucoup d'agents peut-être qui nous écoutent et qui savent pas comment faire leur campagne sur les réseaux sociaux, donc ils vont mettre le maximum. Si je mets beaucoup, je suis dans le coup, je suis dans la tendance. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir à comment, effectivement, avec un calendrier de publication. Puis, faut pas hésiter à s'entourer. Aujourd'hui, il y a plein de freelances qui offrent des services aussi là-dedans. Donc, on peut le faire nous-mêmes, mais on peut sous-traiter. Puis, une question que je voulais m'emmener avec ça, parce que ce qui m'intéresse beaucoup dans cet aspect-là, exemple, on utilise ta campagne pour les vacances de construction. Le genre de pub, c'est quoi qui est le plus important? Parce que j'en vois beaucoup qui font, puis parfois, c'est miser sur une offre puis un prix. Ouais. Puis après, je vois que pas que ça se plaint, mais parfois, ils sont un peu déçus que ça n'a pas résonné ou que ça n'a pas rapporté autant. Puis je me dis, parfois, c'est le seul avantage que tu as affiché, c'était ton prix. Fait que toi, ta stratégie, quand tu publies quelque chose, une campagne, est-ce que tu mises sur inspirer quelqu'un pour taper quand vient le temps? Est-ce que tu mets sur une promotion spécifique ou c'est quoi sans dévoiler tous tes secrets aussi, mais en même temps, c'est quelle approche quand tu détermines ce que tu fais avec tes moi, je dois avouer que je vais un peu avec les tendances, ça c'est sûr. Tu sais, tu veux aller un peu montrer ce qui est trendy, veux pas. Mais c'est aussi un enjeu, je trouve, dans notre domaine. Je trouve qu'on a tellement de produits. Tu sais, autant qu'on peut faire de la promotion d'Europe parce que c'est assez populaire à l'été, comme que j'ai des demandes pour du Sud tout inclus. Puis, tu sais, personnellement, moi, à l'été, ça me tente pas d'aller dans le Sud, mais il y a des gens qui veulent y aller. Fait que, tu sais, on dirait que si je regarde juste ma perception des choses, puis je vais poster, exemple, je pose pas de tout inclus dans le Sud à l'été, mais là, est-ce que je passe à côté de quelque chose? Fait que, en tout cas, c'est assez très difficile, honnêtement. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux à ce niveau-là. Tu sais, on se pose beaucoup de questions, mais c'est ce que je fais aussi. Je me pose énormément de questions. J'essaie de me mettre dans l'essuyer exactement du client aussi. Puis l'objectif d'une campagne, est-ce que c'est vraiment, je veux absolument des réservations? Est-ce que c'est pour que le monde te reconnaisse plus? Parce qu'on sait que dans le domaine du voyage, parfois, même si on voit le pub en ligne, c'est pas comme une casquette ou un paire de pantalons qu'on va l'acheter maintenant. Il faut y penser. Fait que faut
faut prendre le temps pour être intentionnel avec ce qu'on publie parce que parfois, tu sais, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont l'acheter, mais quelque chose que tu as publié va faire en sorte qu'ils vont se rappeler de toi quand viendra le temps où est-ce qu'eux y arrivent pour voyager. Fait que je pense parfois avec les discussions que j'ai avec d'autres... C'est un super point parce qu'en fait, là, tu abordes le sujet de la régularité. Et en fait, le contenu, la clé d'une stratégie sur les réseaux sociaux, c'est la régularité, la constance. C'est mieux de se mettre des objectifs atteignables en termes de capacité de création de contenu. Si tu commences à publier beaucoup, par exemple, je prends l'exemple même de ce podcast, tu commences à mettre un épisode par semaine où tu vas à fond, ou même 2 par semaine. Puis d'un coup, tu te dis, ah bah là, j'ai un peu moins le temps parce que là, j'ai d'autres priorités. Et puis, et là, tu vas commencer à espacer. C'est là où tu vas perdre. C'est mieux au début de dire, ben, moi, mon temps que j'ai, c'est de faire un bon truc par mois. Et comme ça va te permettre de continuer. Parce que sinon, tu manques un peu de crédibilité, je pense, là-dedans. Je trouve que c'est une réalité dans notre industrie. On porte plusieurs chapeaux. T'sais, on est encore la conseillère, t'es le marketing, t'es la comptable parfois. Fait que c'est un bon point parce que justement, parfois, je pense pas que c'est le manque de capacité, c'est le manque de temps ou peut-être d'organisation. Parce que, veux pas, on doit tous... atteindre ses objectifs, on doit planifier notre marketing, les commissions, on doit payer nos conseillers, conseillères, on doit planifier pour les saisons qui arrivent, les campagnes qui arrivent, fait que ça en met beaucoup tout le temps. Mais c'est pour ça que c'est le fun. Et puis, je m'intéresse à ça parce que je vois parfois, on juge une campagne par la rentabilité, puis c'est difficile dans notre domaine parce que c'est pas des ventes immédiates. C'est souvent... Même moi, dans mes stratégies à moi, j'ai presque 20 ans que je fais ça, j'ai jamais une fois affiché un prix sur ce que je publiais. J'ai jamais une fois... Tu mis sur la valeur ajoutée plutôt que le... Et moi, je me dis, s'ils se rappellent de moi quand viendra le temps qu'ils voyagent, j'ai gagné. C'est dur à qualifier en termes de résultats, mais en même temps, c'est la régularité des posts, c'est le contenu aussi. Puis ce que je vois qui évolue aussi, c'est que oui, veux pas, on vend beaucoup des mêmes produits. J'en vends aussi de l'Europe, t'en vends de l'Europe. Le Sud, c'est une réalité. On est dans un marché où il fait très, très froid 6 mois par année, puis le Sud est très accessible par tous nos fournisseurs. Mais à l'année longue, tu sais, comment qu'on s'y prenne pour être pertinent ou que le monde nous rappelle, je pense que c'est l'objectif manqué de beaucoup de personnes parce que c'est ça où on tombe dans le piège de... on sait pas quoi publier aussi parfois, c'est ça, on manque d'inspiration. Je pense qu'on suranalyse parfois aussi, hein, et on veut la pub promo parfaite, puis là ça nous amène dans un point où c'est même plus réaliste. On publie une villa aux Maldives que peut-être 1 ou 2 fois tes clients vont pouvoir se le permettre parfois, puis mais c'est le rêve qu'on veut vendre, mais tu sais... avec puis aussi les publications de dernière minute. Je veux dire, si ton départ de groupe il est dans 2 mois, investi au bon endroit, c'est peut-être pas intéressant d'investir là-dedans. Mais en fait, en off, Larissa, tu avais une question. Tu m'as demandé quels étaient justement les posts. Comment on pouvait se diversifier du contenu habituel du deal. Bah, en fait, on peut faire des lives, des Facebook Live, par exemple, ou des lives sur Instagram. On peut avoir des invités aussi. Je trouve que le format vidéo fonctionne beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, moi, j'irais vraiment encourager tous les gens qui nous écoutent à faire du format vidéo. Et aujourd'hui, avec tous les cellulaires qu'on a, honnêtement, on peut le faire aussi. En fait, il ne faut pas attendre que tout soit parfait, qu'on ait des budgets de plusieurs millions pour s'essayer. On peut bonifier au fur et à mesure, mais notre audience sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elle cherche ? Elle cherche surtout l'authenticité. Donc, à partir du moment où on est bon dans ce qu'on fait, on a quelque chose à raconter et justement du bonheur à offrir aux gens, ben moi, je crois qu'on peut créer du contenu. Donc, vidéo, live, on peut créer des posts avec du témoignage client. Moi, je travaille beaucoup avec le témoignage, j'adore ça. Je trouve que la force du témoignage est hyper importante. Ça tombe dans le storytelling et justement qui est très puissant en termes de marketing. Et des sondages aussi. Sondez votre audience. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle réserve en ce moment? À quoi elle rêve? Puis leurs enfants, ils pensent à quoi comme voyage? Qu'est-ce qu'ils ont envie de laisser? Comment ils ont envie d'éduquer, je sais pas, leurs enfants au voyage? Enfin, il y a plein de sujets. Le sujet du développement durable, on n'en a pas beaucoup parlé, mais notre domaine est très impacté par les réalités environnementales. Voilà, donc il y a plein de sujets sur lesquels on peut sonder son audience et créer un lien, parce que les réseaux sociaux, c'est créer un lien. Et mettre devant les yeux et rester top of mind. C'est tellement c'est une réalité que je pense qu'on sous-estime parce qu'on est tellement rendu conditionné à cette réalité. Oui, on peut payer pour des ads ou whatever, mais c'est une plateforme gratuite. Fait que, pour se dire, le monde qui ont parti dans leurs agences il y a 30 ans, le loyer était nécessaire. Tu ne pouvais pas travailler de la maison. Il fallait que tu achètes une publication dans les magazines ou dans les journaux.
oui, on peut payer pour des sponsored ads, mais en même temps, allumer la caméra puis juste parler dans la caméra, puis je comprends, c'est pas confortable pour tout le monde, mais veux pas. Ce que je fais beaucoup avec notre équipe, les nouvelles qui rentrent aussi, c'est leur faire sentir à l'aise parce que notre valeur veut pas qu'on réserve avec une ou l'autre. On crée un lien personnel. Ce lien personnel... de confiance. De confiance, c'est... On garde sur le téléphone, sur nos Zooms ou face à face. Mais c'est la raison pourquoi on réserve parfois. Oui, on s'instruit sur nos produits, on en apprend, on participe, on fait des webinaires, on voyage, on fait tout ça. Mais le monde sous-estime le fait que, hey, je connais mon produit, la façon que je m'exprime. Montre la caméra, fais-le, puis, tu sais, montre à tout le monde qui vous êtes. Parce que mais si tu peux pas le faire, et ça, c'est OK. En fait, je pense qu'il faut rester inclusif pour les gens qui nous écoutent et qui se disent, ben, moi, je l'ai jamais fait, c'est pas mon truc et j'aime pas ça. Aujourd'hui, vous avez forcément des nouvelles recrues dans vos agences de voyage qui arrivent et qui aiment ça. Pourquoi pas dédier un 20% du temps ou un 15% du temps de votre employé à justement la gestion de vos réseaux sociaux, tout ça. Je pense que, bien sûr, c'est un métier qui s'apprend. On peut continuellement se former aussi là-dessus, par soi-même également. Ou offrir une formation à son employé, justement, pour qu'il devienne beaucoup plus autonome là-dessus. Et si lui, il a envie de se montrer... qu'il se montre. Et en fait, ce qu'il faut, on parlait d'ambassadeur, c'est aussi ça. Dans chaque agence de voyage, il y a chaque agent de voyage est clairement ambassadeur de l'agence, puis il y en a qui peuvent être un peu plus forts que d'autres sur les réseaux. Je sais pas. Parler, c'est un aspect. Moi, j'aime toujours comprendre avec quoi tu es à l'aise, parce qu'il y a quelques-unes qui sont mieux par écrit, OK, par un blog. Il y en a d'autres qui disent, écoute, j'aime pas ça trop rédigé trop, mais je suis capable de parler, m'exprimer par une vidéo. Il y en a d'autres qui disent, je suis ni un ni l'autre, mais je prends des belles photos, des belles vidéos. Il y en a pour toutes. Le point où je voulais m'en venir, c'est qu'il y a tellement de méthodes qui sont essentiellement gratuites, si on veut. Fait que on essaie de leur pousser dans où est-ce qu'ils sont à l'aise. Surtout quand ils disent, j'ai pas le budget, je viens de commencer, j'ai pas un énorme budget peut-être pour le marketing. Comment est-ce que je m'y prenne pour me faire connaître? Fait que c'est un peu dans cet aspect-là. Puis, veux pas avec les outils puis l'avancement de l'article. De l'IA, justement. J'ai toujours de la misère avec ces paroles-là. L'intelligence artificielle. Pour ceux qui, parfois, sont moins bien exprimés ou écrits, qui peuvent au moins... À corriger les fautes d'orthographe aussi. Corriger les fautes d'orthographe. Puis, je pense qu'il y a cette perception parfois que ça surplante la pensée humaine. Non, c'est censé d'augmenter la pensée humaine, pas la remplacer. Fait que parfois, je suis all over the place. Mais je vais parler à ma machine. Je veux parler de ça. Parfois dans nos infolettes. Ton assistant personnel. Ouais. Il va me calmer, puis il va tout mettre au clair et me structurer. Puis c'est la même chose parfois avec... quand j'ai une idée de n'importe quoi, là, comme... Même si tu veux écrire tes emails à ce client qui t'embête, écris ça, mais de façon sympa. Tu entretiens la relation clientèle aussi en ayant des bons courriels. Oui, effectivement. Donc, dis ça de manière politically correct. Exactement. Ça, c'est ma spécialité en tant que Français. C'est tellement... c'est parfait parce que je veux me lancer dans ce sujet-là aussi, mais tu sais, exemple de ce que tu viens de dire. Au début, il y a 2 ans, quand ça venait de sortir, il fallait que tu copie-colles le message là-dedans pour y répondre. Là, je peux prendre un screenshot, un message texte. As-tu déjà reçu ça? Un client qui disait, hey Marie, je veux partir au temps des fêtes, moi puis ma blonde, dis-moi qu'est-ce qui est disponible. OK, merci, nanana. Quelles sont vos dates exactes, votre budget, nanana? Tu prends un capture écran, je le mets dans le chat GPT, réponds parce que j'ai pas la patience de répondre, puis ça va me le faire clair et net et parfait. Puis j'ai le capture écran, on parle même plus de faut que je demande la question par moi-même. Tu prends la capture écran dans chat GPT, puis ça va te répondre. Puis la version payante, là, que je comprends pas, c'est pas que tout le monde qui l'aille, mais la version payante qui vaut la peine, du $30 par mois. Si vous prenez, il connaît ton ton, il sait que c'est moi. Fait que j'ai même plus besoin d'y dire grand-chose, j'en réponds à la question. Il va savoir en fait, c'est sûr que l'IA en fait, va te faire gagner du temps en fait, dans ton quotidien en termes de tâches. Oui. Mais par contre, si on revient au sujet du marketing et réseaux sociaux, mes étudiants du collège April-Fortier étaient super surpris quand je leur disais, oui, tu peux faire des publications avec l'IA. Et là, je leur montrais. Et je pense qu'il y a un sentiment, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais la première fois que tu demandes quelque chose à ChatGPT ou Gemini ou une autre IA, il y a aussi Perplexity, il y en a d'autres. Il y en a tellement de ces jours maintenant. La première fois, tu demandes quelque chose et que d'un coup, en une seconde, tout défile et arrive comme ça. Mes étudiants, ils disaient, et pourtant, ils étaient jeunes aussi. Hein, donc, comme quoi, ça dépend. Pas que
C'est pas que les jeunes qui sont au courant. Non, mais j'ai fait souvent la blague que quand j'ai fait mon université, j'avais Wikipédia ou Google. Le dictionnaire. C'est une bêcherie. Et déjà, j'avais Internet, j'avais 20 heures par mois. Il fallait qu'on se déplace à la bibliothèque de l'école pour aller apprendre puis copier à la main. That's old school. Mais c'est la réalité depuis. Mais là, avec l'IA, justement, est-ce que toi, tu utilises beaucoup l'IA pour faire tes posts ou est-ce que tu essayes de le faire toi-même? Moi, j'utilise l'intelligence artificielle, ça fait un bout. Je te dirais que justement. Mais pour les réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux, je l'utilise. Parce que ce que je fais, c'est que souvent, j'ai des idées en tête. Je commence un petit peu à écrire des choses sur ChatGPT. Puis ça me continue avec des idées de mettons, texte accrocheur. Ce genre de choses-là que toi, tu as plus de difficulté à sortir. Mais ChatGPT va te le sortir. Ouais. Donc oui, effectivement. Je trouve que, en fait, tu peux, avec ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire une question à ChatGPT. Donc, je dis pour tous les gens qui nous écoutent que c'est gratuit. En fait, on peut avoir une version gratuite. Donc, il faut juste s'inscrire. Si on dit, créer 5 posts Facebook ou Instagram, on choisit, impactant avec un retour. En tout cas, on peut vraiment mettre le détail, la question qu'on veut, et donc sur une destination particulière, voilà, pour promouvoir l'Europe cet été. Et là, il va nous faire 5 posts. Mais il va nous mettre les émoticônes, il va nous mettre les hashtags, il va nous mettre les mots-clés qui vont permettre quand même aux gens de nous retrouver. Et puis, en fait, justement, il y a certaines IA qui mixent avec les visuels, donc potentiellement, il peut nous faire un visuel aussi attaché à ce post. Donc, on peut automatiser. Mais l'un des défis, en fait, avec l'IA et le voyage, ça va être de conserver l'authenticité. Ouais, exact. Parce que nous sommes dans un domaine où, clairement, l'authenticité prime, le contact humain quand même. On parle de voyage, on parle de rencontres, on parle de vivre des expériences. Et aujourd'hui, il va falloir utiliser la machine, mais en même temps, pas perdre cette connexion authentique sur les réseaux et tout ça, qui fait en fait le succès de chacune des agences. Pourquoi les gens ils passent par une agence de voyage, par un agent? Parce qu'ils ont confiance en vous, parce qu'ils vous croient. Et donc, je pense qu'avec l'IA, on va devoir automatiser, mais quand même essayer de garder notre authenticité là-dedans. Je suis 100% d'accord. Puis là, on parle strictement au niveau marketing. Puis c'est tout à fait. C'est un vrai challenge parce que oui, ça peut organiser nos pensées, nous aider à avoir quelque chose. Mais si on le fait bien avec notre processus, si tu voyages assez, cette crédibilité, si tu es capable de bien afficher que vous voyagez, ça peut aider. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas juste penser que ça va faire la job, ça va nous remplacer parce que ça se voit que c'est pas humain. Mais où est-ce que je veux m'en aller avec ça? Là, on parle de marketing. Puis j'ai mes propres exemples. Est-ce que tu t'en sers autre que le marketing dans ton processus à tous les jours? Parce que moi, le marketing, c'est quasiment rendu un tout petit peu avec lequel je m'en sers mon ChatGPT. Ouais, moi, ChatGPT, c'est sur tout, honnêtement, dans ma vie privée comme personnelle. Donc oui, je paye le premium aussi. Si on parle de processus pour des conseillers, conseillères, propriétaires d'agence, quelles autres fonctionnalités? Parce que j'en ai mes propres, puis je suis curieux de comprendre comment tu t'en sers autre que le marketing. Tout le monde sait qu'on peut lui demander de faire une campagne, écrire un caption, trouver les hashtags, on le sait, puis la version payante. On a créé des guides avec des images, des images qui sont rendues. La première version, c'était un peu caricature, mais c'est tellement rendu spécifique que ça a quasi humain, fait que c'est un autre sujet, mais autre que le marketing, dans quel sens qu'est-ce que tu utilises ton AI? Honnêtement, comme que je dis, je l'utilise dans pas mal tout. Honnêtement, que ce soit mes processus internes, que ce soit de créer des formes, que ce soit de créer plein de choses, honnêtement. Souvent, je rédige le gros, comme la base, mettons. Je le mets dans ChatGPT, je lui demande de l'améliorer. Donc, je lui demande littéralement de me créer des formes, que ce soit que j'organise un voyage de groupe, puis je dois me créer un form pour ramasser toutes les informations de mes passagers, puis peu importe. Tu sais, je vais mettre ça dans ChatGPT pour qu'il me crée le form. Ou que ce soit, réseaux sociaux, c'est ça, je l'utilise. Processus interne, tu sais, des fois, quand, exemple, il y a une nouvelle conseillère qui rentre dans l'équipe, moi, j'ai tous mes processus. Tu sais, évidemment qu'il y a une approche d'apprentissage, là, tu sais, je les aide, puis tout, je les appuie, mais je leur donne aussi des documents avec comme un step-by-step how to do it, tu sais. Fait que je l'ai utilisé beaucoup aussi pour ça. Tu sais, je fais mes processus, je les écris, j'écris le gros, puis ChatGPT m'aide à faire comme à le rendre plus professionnel, à corriger mes fautes, que ça soit des courriels aussi. Tous mes courriels, c'est pas des jokes. Tous mes courriels, je les passe dans ChatGPT. S'il vous plaît, corrigez mon courriel. Blablabla, ça me le corrige. Ensuite, texto, ça m'arrive aussi. Tu sais, texto, un peu moins. Là, c'est des amis ou peu importe, des proches. Mais tout ce qui est client, tu sais, je pense que ça nous permet d'être encore plus professionnel avec des beaux mots professionnels, corrigés. Donc, j'utilise ça absolument tout On parlait de branding, en fait, justement, et votre image de marque, elle dépend aussi de la qualité du contenu que vous donnez dans toutes les interactions.
Puis il y a une chose aussi, par contre, que je dirais, c'est qu'on disait tantôt, de garder une approche humaine. C'est que oui, je passe absolument. tout dans ChatGPT, mais je révise tout. Tu sais, des fois, il me sort des mots, c'est bien trop sophistiqué. Là, je vais jamais dire ça, moi. Là, tu sais. Fait que 100%, je change des mots. Je dirais, il y a des mots que c'est jamais moi qui utiliserais. Puis, fait que je ramène un aspect plus humain, mais je pense que ça me permet d'avoir une approche vraiment comme professionnelle à mon Justement, pour ceux qui sont un peu perdus dans tout ce monde du marketing, des réseaux sociaux, ChatGPT peut aussi bâtir des stratégies. Bien sûr, ça ne remplace pas des vrais stratèges, mais je veux dire, pour qu'on part dans les souliers de quelqu'un qui aujourd'hui ne fait rien ou peu, je veux dire, de dire à ChatGPT, voilà, j'aimerais me lancer sur les réseaux sociaux, j'ai un budget de $2000, j'aimerais faire une campagne, quelles sont les étapes, quels sont tes conseils? Et je pense qu'on peut aussi l'utiliser pour la planification, aussi pour les newsletters, les infolettres. On peut planifier les sujets, on peut avoir de l'inspiration. Enfin, voilà. J'adore parce que c'est un point que la thématique de ce podcast, qu'on va en parler beaucoup à tous nos invités parce que pour avoir côtoyé d'autres gens dans l'industrie, parfois on regarde ça puis on a peur. Puis je sais tout de suite quand quelqu'un a à peine touché le ChatGPT ou qu'il le traite comme un Google un peu plus sophistiqué puis il dit j'ai demandé fais-moi un itinéraire en Italie puis il m'a sorti n'importe quoi. Mais ben oui, parce que la question n'est pas assez pointue ou spécifique. D'autres applications, j'adore ce que tu as dit parce que nous aussi, nos guides d'embarquement, lorsqu'on a des nouveaux conseillers, conseillères, non seulement on peut les reviser plus rapidement, mais c'est tellement plus facile à l'avoir, à structurer tous nos points. Fait que quelqu'un arrive à l'agence, puis ils savent dès le début, c'est aussi ici où est-ce que je vais trouver tous mes codes d'accès, nanana, c'est ici où est-ce que si j'ai besoin d'aide avec tel ou tel problème, ça c'est une affaire. J'ai déjà pris des contrats de groupe, parfois qu'on reçoit de nos fournisseurs, puis il y a 4 chambres, 6 occupations, tout plein de conditions, puis il faut qu'on le calcule à la main parfois. Eh bien, ils peuvent carrément le lire et dire, puis il faut que tu vérifies, mais je te dis, je le fais parce que je le fais à chaque fois. Résume-moi le prix par personne, par occupation, avec les taxes. Sors-moi toutes les fois où est-ce que ça mentionne annulation, puis au lieu de prendre 3 heures à lire ce contrat, calculer à la même, à calculatrice, OK, occupation simple, c'est tant de dollars, puis ensuite, OK, combien je veux mettre dessus, blablabla. Ça nous aide. Fait que ça remplace pas la pensée, mais si je vous disais à tout le monde combien de groupes que vous faites, puis vous le faites encore à la main, à le calculer, c'est sûr, il faut que tu revises ensuite si la calcul est faite, mais c'est beaucoup plus vite après pour dire oui, ça plus ça égale ça. C'est vraiment un bon outil, mais tu sais, en fait, les gens se posent vraiment la question. Est-ce que l'IA va remplacer un agent de voyage? Alors moi, je suis pas agent de voyage, mais j'ai mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Larissa, qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est sûr qu'on pourrait en parler encore pendant des heures de ça parce que c'est un sujet qui est très chaud en ce moment. Puis comme on le dit depuis tantôt, l'IA peut faire énormément pour nous. Il peut nous aider énormément sur plein de choses. Il peut faire plein de choses pour nous aider à être plus efficaces, nous aider à planifier, nous aider dans notre travail. Donc, il peut vraiment faire plein de choses. Mais je vais faire un lien avec ce qu'on a dit tantôt, d'être plus visible, donc de faire des lives, d'utiliser les vidéos. Moi, je pense que oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont pas à l'aise, mais des fois de sortir de sa zone de confort parce que justement, l'IA va faire en sorte que le contenu que tu vois partout, que ce soit dans des livres, même des livres hardbook là, que tu achètes chez Archambault ou autre, tu le sais plus aujourd'hui si ça a été écrit par quelqu'un qui a vraiment pondu ça par lui-même ou si ça a été écrit par l'IA, parce que l'IA fait ça aussi maintenant, écrire des livres. Puis il y a énormément de gens qui justement utilisent cette manière de fonctionner comme nouvelle source de rémunération. Donc, le contenu est tellement aujourd'hui, tu le sais plus si ça a été créé par l'IA ou pas, que justement de ramener ce côté humain et de vous montrer devant une caméra, puis de vous montrer en live, puis de montrer qui vous êtes et qui fait le service, et de montrer mais justement de quelle manière vous travaillez. Les gens sont curieux, montrez votre quotidien, les coulisses, montrez de quelle manière vous travaillez. Faites pas des vidéos nécessairement sur voici 5 choses à savoir sur l'Italie. C'est pas tant ça que les gens veulent savoir. Ils veulent savoir comment tu fais ton travail, de quoi a l'air ton bureau, de quelle manière est-ce que tu peux m'aider. Ça, c'est beaucoup aussi un conseil, c'est de quelle manière tu peux aider, quelle réponse tu peux apporter à quelle question. Fait que, oui, de sortir de sa zone de confort, puis pour aller faire des lives, faire des vidéos, parce que c'est ça qui va vous démarquer de l'IA. Parce que, oui, l'IA peut maintenant faire des vidéos, et of course, là, il peut créer un clone de vous, mais en date d'aujourd'hui... Est-ce que ça a de la valeur? En date d'aujourd'hui, ça se voit. Oui. Ouais. Ça se voit que c'est de l'IA, fait que tout ce qui est créé par vous-même et que les gens reconnaissent que c'est du contenu unique par vous, pour moi, ça a encore une très, très grande valeur et même que ça a encore plus de valeur qu'avant de ramener le côté humain. Là. Et pour revenir à la question de est-ce que ça va nous remplacer?
pas à 100%, mais il y a vraiment une perturbation qui arrive. Des compagnies comme Expedia, Booking et tous les autres, ils ont déjà une application sur leur site. De un, OK, il y a trop de variables avec un achat de voyage qui ferait en sorte que le IA va pouvoir compléter la transaction. Mais il va être capable de faire 95% de la qualification pour t'amener à juste ensuite rentrer ta carte de crédit. Parce que même ça, je pense qu'il va toujours avoir ce réflexe de ne pas vouloir donner une carte de crédit à un robot, mais ils peuvent, parce que je le vois, les jeunes. tu peux, exact. Fait que, tu peux aller déjà sur un booking.com, ils appellent ça des agences, beaucoup de lignes aériennes, Etihad, des affaires de même, Qatar, surtout dans le Moyen-Orient. Ils font ça déjà. C'est pas parfait, mais ça fait peur à quel point que ça peut arriver à vous amener à la porte de la transaction. De notre côté, à nous, si on sait comment s'en servir comme il faut, je pense qu'on peut s'en servir de la même façon. T'sais, on a toujours compétitionné avec les agences en ligne. On le ferait toujours. Eux, ils s'en servent du IA dans leur processus, mais on peut faire la même. Notre avantage, notre marque de commerce, c'est parce qu'on est des humains. C'est parce qu'on a créé ces liens de parenté, mais en même temps, on se dit, OK, parfois, quand c'est un peu plus tranquille à l'agence, on a toute notre bande de données, tous nos clients. Le AI peut analyser, OK, monsieur a fait tel voyage dans les 5 dernières années, puis je peux trouver 10 autres personnes qui ont un profil similaire, puis je peux te faire une campagne publicitaire pour envoyer à ces personnes-là. Ça, le traitement des données, en fait, c'est vrai que si tu ne maîtrises pas les Excel à fond... Mais exact. Pour répondre à ta question, ça ne va pas nous remplacer, mais ça va éliminer beaucoup de la concurrence, surtout ceux qui... Je vous le dis tout de suite, si vous n'avez pas déjà commencé avec, faites-le hier parce que ça s'en vient, parce que ça prend un temps pour s'habituer, puis ça évolue tellement rapidement que la première... Chaque fois que j'ouvre mon ChatGPT, il y a une nouvelle fonctionnalité, il y a une nouvelle application pour nous rendre plus facile. Puis je dis pas ça pour faire peur. En même temps, je dis que c'est pas non plus aussi... Il faut maîtriser la technologie, je pense qu'on en est... Puis je dis ça, faut juste l'essayer. C'est pas qu'il faut un degree, un PhD pour jouer avec. Là. C'est juste joue avec. Là. C'est parce que t'aimes ça déjà. T'aimes la technologie. J'aime, absolument. Puis j'en conviens. Mais en même temps, les principes de base demeureront tout le temps. Là. Oui, je peux parler des réseaux, whatever. Service à la clientèle, là. De toute façon, là, mais, quelqu'un m'appelle à 9h le soir là, quand il est en voyage. Là, c'est pas une technologie qui va répondre. C'est pas mon réseau qui va répondre. Quelqu'un qui veut dépenser un certain trempe d'argent, là, puis que lui aussi, il est occupé pendant le jour, là, puis il doit m'appeler à telle heure. Ça, c'est pas un AI qui va remplir. Fait que je dis ça dans une perspective où je connais c'est quoi le service à la clientèle, puis tous les outils, les bebelles du monde, ne peut rien en faire si t'es pas une bonne personne à ce que tu fais. Fait que je veux être clair là-dessus, ça ne nous remplacera pas dans ce point-là, mais si on n'est pas en train de s'en servir pour améliorer nos processus, on dit qu'il n'y a pas de relève. Il faut être compétitif, en fait, avec la machine aussi. Puis c'est plus à nier, c'est là. On ne va pas dire, c'est là. Par contre, tu vois, je fais une petite aparté, en fait, peut-être ça ne remplacera pas l'agent de voyage, enfin, moi aussi, je suis de votre avis, mais il faut savoir qu'il y a des influenceurs, en fait, qui sont remplacés par les IA. On a, par exemple, en Bretagne, une influenceuse virtuelle. C'est une vraie... je vous enverrai le lien. Et en fait, en gros, elle a été créée de toutes pièces et elle montre la Bretagne, les différents endroits de la Bretagne. Et c'est pas une vraie personne. Mais nous, on parle de notre... Et elle a des milliers, des centaines de milliers d'abonnés. C'est très fréquent, même. Comme un peu au Japon, tu sais, on avait les Vocaloid, là, c'est l'espèce de chanteurs en hologramme. Je sais pas si vous avez été au Japon, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est... J'ai vu la pub. Voilà, je veux dire, il y a des machines qui se font passer pour des humains. Oui. Et c'est aussi un peu le chatbox. Quand c'est arrivé, le chatbox, on ne savait pas. Est-ce qu'il y avait quelqu'un derrière? Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un derrière? D'ailleurs, des fois, on ne sait toujours pas, en fait. Et après, quand il dit, on va vous mettre en relation un conseiller. Ah, OK, c'était une machine. Mais on ne sait pas. Enfin, des fois, il y a différents types de chatbox quoi, sur les sites. Tout à fait. C'est de plus en plus sophistiqué. Puis à ton point, il y a plus... On parle de notre industrie. Toutes les industries vont être perturbées. J'ai vu une annonce de Adidas. 0 humain. Mais ils paraissaient comme des humains. Et le coût de cette publication-là, qui pourrait jouer au Super Bowl, on sait tous qu'est-ce que ça coûte pour une pub au Super Bowl, mais si le coût de production était rendu à ça, parce que tu n'as plus besoin de magasiner quelqu'un, puis c'est vite, puis on pourra en parler en longueur, mais bref, on n'est pas dans cette industrie. Ça fera l'occasion d'un autre podcast. Ben oui, c'est ça, je me taire parce que ça me passionne, mais c'était juste pour dire que c'est pas juste notre industrie, là. C'est toutes les industries qui vont être impactées, qui le sont déjà. Physique, autre, ça arrive à tout le monde. Gwendoline, Marie-Pierre, si vous aviez un conseil à donner aux gens de l'industrie.
étant donné tout ce dont on vient de se jaser en lien avec l'évolution de l'intelligence artificielle, si vous aviez un conseil à donner, ce serait lequel? Et moi, je vais y aller. Dans le fond, moi, je dirais de pas avoir peur de s'adapter, d'innover, de faire des formations justement pour continuer d'innover avec la technologie et l'industrie. Je pense que ça va vraiment en parallèle, les deux points. Pas avoir peur de s'afficher sur les réseaux sociaux. Je pense que on n'a pas le choix de s'afficher à ce jour. Pour la survie. Oui, exactement. Donc, je pense que tu disais un peu tantôt, le ChatGPT, allez-y, essayez-le. Tu sais, pour ma part, honnêtement, ça connaît mes préférences. Ça suit tout. Il connaît. Ça a un ouais, mémoire. Exact, c'est ça. Fait que ça rend tout plus facile. Donc, moi, ce serait ça mon conseil, honnêtement. Vraiment d'innover. Puis les formations, c'est super important. Puis les formations qui sont plus un peu plus traditionnelles. Exemple, moi, j'en fais des fois avec Air Canada ou peu importe Transat. Puis des fois, c'est sur des endroits en particulier. Je vais faire ces formations-là. Ça me donne des idées de quoi poster sur les réseaux sociaux. Ensuite, à chaque fois que je fais une formation, des fois, je suis comme, ça me tente pas ou peu importe. Finalement, j'y vais. Puis j'apprends quelque chose, puis ça me donne toujours des idées. Ça me donne des idées d'au moins 3 vidéos sur quoi poster, mettons. Fait que je pense que c'est vraiment des choses à faire pour continuer à innover dans l'industrie. Moi, je dirais premièrement, déjà, je partage vraiment tous tes points. Si j'avais commencé, c'est certainement ce que j'aurais dit aussi. Pour compléter, je dirais peut-être que de ne pas avoir peur d'investir dans son marketing. Je pense que c'est important aujourd'hui d'investir. Et puis aussi, pour moi, les gens achètent les gens. Pourquoi les gens travaillent avec vous? Parce qu'ils reconnaissent votre expertise. Bon point. Donc, en fait, moi, je le vois quand je me suis lancée en affaires aussi, après 10 ans en tant qu'employée dans un magazine, finalement, j'ai jamais fait de prospection. Les gens viennent à moi parce qu'ils savent que je suis une experte, parce que j'ai su démontrer mon expertise grâce, on va dire, à la publication, parce que j'écrivais souvent des articles, on me fait souvent des entrevues. Donc, les gens, ils voient que, en tout cas, je comprends bien le domaine et qu'ils pourraient travailler avec moi. Donc, en fait, mon point, c'est ça, c'est de dire, démontrer votre expertise. Donc, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à travers initier des entrevues, par exemple, pour votre journal local ou pour, je sais pas, en tout cas, partout, vous pouvez démontrer votre expertise, faire des webinaires en ligne pour parler d'une destination, faire des Facebook Live. À partir du moment où vous démontrez que vous êtes expert et que vous pouvez apporter des solutions aux gens, en gros, pourquoi les gens ne vous suivraient pas? Alors que si vous dites juste, vous pouvez réserver ça, c'est autre chose. Exact. Donc, vraiment d'aller travailler sur la partie blog. Pourquoi on fait des blogs? On fait des blogs parce que c'est bon pour le SEO, la stratégie en ligne, mais aussi parce que ça va permettre de démontrer votre expertise, que vous savez des choses à raconter. Donc, vraiment travailler sur ça. Comment vous pouvez faire rayonner votre expertise à travers les outils disponibles. Génial. Merci Gwendoline. Merci Marie-Pierre. Évidemment, des sujets de discussion excessivement pertinent et important pour notre domaine. Alors, comme d'habitude, pour nos auditeurs, je vous invite à communiquer avec nous, à commenter qu'est-ce que vous en pensez, de quelle manière est-ce que vous vivez ces changements-là dans le domaine, dans votre réalité. Dites-nous un petit peu de quelle manière vous voyez ça. Dites-nous quels seraient les prochains sujets que vous voulez qu'on aborde en lien avec ça ou pas, ou avec d'autres, en lien avec d'autres choses. Groupe Voyage Montréal, nous, de notre côté, on développe en ce moment un programme de formation, un programme qui s'appelle le Next Gen Travel Professional Society. Je vais faire un bémol de pourquoi que c'est en anglais, le nom, parce qu'on est au Québec. Ça a été conçu d'abord pour le large et mes développeurs avec qui je le fais sont basés en Europe. Il va être traduit en français, c'était juste ce que je voulais dire, mais... En fait, c'est un programme là, sur lequel Groupe Voyage Montréal travaille en ce moment, un programme de formation qui est vraiment conçu pour aider les agences de voyage et les conseillers à réussir à évoluer dans ce nouveau marché avec les nouvelles technologies. On en a glissé un petit mot tout à l'heure, comment trouver de nouvelles manières d'aller chercher une nouvelle rémunération. Il n'y a pas juste les commissions, il n'y a pas juste les frais de service, il y a d'autres choses. Et puis, comment réussir à se démarquer dans cet univers de marketing qui, je fais-tu un billboard, je fais-tu dans la presse ou je fais des lives, je fais-tu du Facebook, du TikTok? On ne sait plus où donner de la tête. Donc, tout ça, ce sont des choses dont on discute dans notre prochain programme de formation. Donc, évidemment, suivez-nous pour les prochains détails là-dessus. Mais encore une fois, les filles, je vous remercie de votre participation aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci.
Et c'est ça. Après une autre belle discussion qu'on a eue encore, c'est entièrement le but de ce qu'on veut faire ici avec Classe Affaires. On veut pousser la discussion. Il y avait parfois, on n'était pas tous du même avis sur certains sujets, et c'est le but. On veut attendre tous les aspects. Donc, on espère que vous avez pu en trouver quelque chose qui avait de la valeur là-dedans, que la conversation continue d'avancer, puis c'est là où on relance la balle à vous. De quoi voulez-vous qu'on en parle? Y avait-il des sujets ici qui vous ont touché plus que d'autres, qui sont plus pertinents pour vous que d'autres? Croyez-vous qu'il y a des opinions ou des invités qu'on devrait avoir qui auraient pu aider à cette conversation-là? On veut les attendre. Fait que laissez-nous savoir. Écrivez-nous par courriel. Ils sont tout en bas de ce lien dans la vidéo. Suivez-nous sur TikTok, Instagram. Abonnez-vous sur Apple Music, Spotify, partout où est-ce que vous consommez vos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode-là, puis j'espère que vous revenez pour la semaine prochaine. Thank you.